C'est pas un processus rectiligne, la guérison d'un épuisement professionnel, d'une dépression. Fait que ça, on dirait que je trouve que c'est le côté le plus traite. C'est que des fois, on peut avoir une bonne journée, plus on avance, des fois, on a l'impression d'avoir presque des bonnes semaines au complet. Puis soudain, moi, c'est beaucoup des crises de panique qui m'handicapent littéralement. C'est que tout à coup, je vais avoir des montées d'émotions, je me mets à pleurer, puis je suis pas capable des fois, je sais même pas vraiment d'où ça vient, mais je suis pas capable de gérer ça. Il faut que je me cache en dessous des couvertes, souvent des heures de temps. C'est le cri du cœur d'un écrivain, professeur de l'UQAM dans la presse cette fin de semaine, qui a suscité beaucoup de réactions aujourd'hui. Samuel Archibald, que vous venez d'entendre, est en arrêt de travail pour dépression depuis l'automne dernier. Il doit se battre contre sa compagnie d'assurance qui refuse de lui verser des prestations. M. Archibald aurait maintenu un minimum d'activités comme quelques apparitions publiques à la radio ou encore à la télé, notamment en octobre, une période où il se sentait mieux. Son assureur a aussi vu des photos sur son Facebook et interprété qu'il semblait être en bonne santé. Alors, Desjardins a vivement réagi aujourd'hui, parce que c'était viral, cette histoire. Et Desjardins écrit « Nous sympathisons avec cette situation ». Et comme ce dossier n'a jamais fait l'objet d'une réévaluation, nous avons rapidement mis en branle un processus de révision hier. Nous allons maintenir les communications avec M. Archibald et son employeur. Sophie Mongeon est avocate en droit du travail. Estelle Morin, psychologue spécialisée en santé mentale au travail et professeure au HEC. Bonsoir à toutes les deux. Bonsoir. Écoutez, cette histoire a vraiment été virale, comme quoi parfois alerter la presse permet d'avoir des résultats. Reste que les gens disent, il y a Desjardins, c'est une chose, mais ils sont tous pareils, les assureurs. Ils font que ça, se battre contre un assuré dans des situations particulières. Est-ce que selon vous, c'est fréquent, ce genre d'histoire-là, Mme Mongeon? Moi, dans le cadre de mon travail, étant spécialisée dans la représentation des accidentés du travail et de la route, qui sont également des compagnies d'assurance publique, je vois au quotidien des activités qui ont été prises hors contexte sur les réseaux sociaux, où il y a eu investigation et enquête qui est vraiment pris hors contexte et qui cause des problèmes sérieux là, pour les prestations. Ouais. Est-ce que c'est particulièrement fréquent dans les cas de santé mentale, de dépression? Quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu, là. Bien, effectivement, une hernie discale, on y voit par une résonance magnétique, c'est objectif, tandis que les problèmes psychologiques, c'est plutôt subjectif et la crédibilité est extrêmement importante lorsqu'on évalue un dossier de santé mentale au niveau juridique. Et pour vous, Mme Morin? En fait, effectivement, c'est très fréquent que les gens qui ont des problèmes de santé mentale font l'objet d'examens minutieux pour s'assurer qu'ils n'inventent pas une histoire ou qu'ils ne prétextent pas une maladie pour prendre un congé de leur travail. C'est assez fréquent. Et surtout que c'est assez fréquent, c'est assez répandu, les problèmes de santé mentale en matière d'invalidité, non? Effectivement, les troubles de santé mentale, mais en particulier les épisodes dépressifs, sont les plus fréquents associés au travail. Oui. Et ça s'est détérioré depuis des années, selon vous? Bien, je dirais depuis les années 98, où on a eu les premiers cris d'alarme, excusez-moi. Mais depuis 2004, il y a une augmentation constante. Ça varie d'une année à l'autre, mais c'est jamais en bas de 25 de moins. C'est toujours 25 30 de plus chaque année des gens qui vont réclamer des congés pour des raisons de santé mentale. Et est-ce que donc les assureurs, en ce sens-là, se méfient, font porter l'odieux aux personnes qui réclament des prestations en disant, bon, c'est une bonne porte de sortie, je veux un petit congé payé, je vais m'inventer une petite maladie mentale? C'est à peu près ça que les assureurs présument des personnes malades? Bien, même entre Il y a des préjugés, oui. Même entre nous, des statistiques de l'Institut de recherche en santé du Canada indiquent que près de la moitié des Canadiens pensent que les gens qui utilisent l'expression maladie mentale, c'est pour excuser un mauvais comportement ou pour obtenir des bénéfices. Heureusement, comme pour nous, notre société québécoise est très précurseur, c'est-à-dire en 2004, la loi sur les normes du travail a mis sur pied ce qu'on appelle des pratiques en harcèlement psychologique. Donc, on voit depuis plusieurs années qu'il y a un changement de mentalité, mais reste que la maladie mentale est très stigmatisée et les gens ont une mauvaise opinion de ceux qui sont en arrêt de travail à ce sujet-là. Le milieu de travail est sous haute tension, sous haute pression pour les travailleurs. Oui, absolument, beaucoup. Il y a, depuis la vague de restructuration que tout le monde se souviendra, dans les années 95, ça n'a été que s'amplifiant année après année. On est dans des logiques de faire toujours plus avec toujours moins. En plus, avec les nouvelles technologies, bientôt l'intelligence artificielle, ça ajoute à la pression.
Et les perspectives d'avenir pour les emplois ne sont pas très roses, on va dire. Ce qui fait que pour plusieurs, c'est difficile de donner un sens au travail, de savoir où tout ça va mener, et puis surtout, comment ils vont assurer leur subsistance dans les années qui viennent. On l'a vu avec le cas des infirmières récemment. Il y a beaucoup d'absentéisme relié au problème de santé. Est-ce qu'il y a des milieux, d'après vous, qui sont les plus touchés, plus que d'autres? Franchement, je crois que, vous savez, la maladie, c'est assez démocratique, hein? Ça frappe partout. C'est sûr qu'on entend plus parler du réseau de la santé, du système d'éducation, parce que ce sont des réseaux publics. Et franchement, on a besoin de la présence des infirmiers, des infirmières, des éducateurs dans les écoles. Mais c'est vrai aussi dans tous les métiers. C'est vrai autant dans les banques, dans les cabinets, dans les manufactures pour celles qui restent. Ça existe aussi chez les agriculteurs. Je veux dire, c'est une question de... Je veux dire, la santé mentale, c'est quelque chose d'aussi important que la santé physique. C'est quelque chose d'aussi important que la qualité des relations. Et malheureusement, c'est un sujet qui est tabou. Oui, mais malgré la loi adoptée pour l'harcèlement psychologique là, en 2004, avez-vous l'impression qu'on régresse ou qu'on avance dans les milieux du travail pour la reconnaissance? Moi, personnellement, ce que je constate, c'est que les problèmes psychologiques sont les nouveaux mots des années 2000, MAUX, là, et que... effectivement, lorsqu'une personne se blesse au niveau physique, il va être pris en charge rapidement par un physiothérapeute, un ergothérapeute, acupuncteur, etc. Et lorsqu'on est blessé psychologiquement, on est un peu laissé à l'abandon. Il y a des programmes multidisciplinaires qui vont être mis sur pied pour les personnes qui ont des blessures physiques, mais est-ce que ça existe vraiment pour les personnes qui ont des problèmes mentaux? C'est-à-dire, ce que je vois dans ma pratique de plus en plus, c'est les organismes publics vont inviter la personne accidentée qui va souffrir de stress post-traumatique ou autre suite à soit un acte criminel ou autre, vont recevoir la visite des ergothérapeutes en santé mentale. C'est une nouvelle discipline qui voit le jour. Et donc, je pense que si effectivement les compagnies d'assurance, au lieu de traiter la maladie mentale comme tu vois ton psychologue ou tu vois ton médecin une fois par mois, s'il y avait une prise en charge, je pense qu'il pourrait y avoir des choses qui sont mises sur pied, puis effectivement encourager les gens à retourner travailler, faire du jogging, faire un appui. Oui. Là. Vous mentionnez travailler, faire du jogging. On a reproché à M. Archibald d'avoir maintenu certaines activités. Or, j'imagine que ça fait partie du processus de guérison quand on... Voilà. C'est très important d'en parler, ça, parce que beaucoup pensent que quand on souffre d'une maladie comme la dépression, il faut rester à la maison, il faut rester couché dans son lit et se reposer. Fermer les rideaux, éteindre toutes les lumières. Mais c'est vraiment méconnaître le problème des épisodes dépressifs. Les épisodes dépressifs, pour en guérir, bien entendu, il faut aller voir un médecin, suivre sa médication, parce que ça va permettre de retrouver de l'appétit, de gérer, de réguler le sommeil, de retrouver un peu d'intérêt, mais ça ne guérira pas. Ce qui va guérir, ça va être un accompagnement psychothérapeutique, ça va être la présence des gens proches qu'on aime, qui nous font du bien. C'est de rester actif. Parce qu'une personne qui s'enferme chez elle et qui n'a rien d'autre à faire qu'à de ressasser les idées qui l'ont rendue dépressive, peut juste penser au pire. Et on ne veut même pas mentionner de quoi il s'agit. C'est terrible ce que vivent les gens qui souffrent de dépression. Alors, si au moins, avec un peu d'éducation, on pouvait informer les gens sur quand vous voyez quelqu'un qui présente des symptômes dépressifs, prenez pas ça à la légère. Occupez-vous-en. Vaut mieux leur donner 5 minutes par jour, tous les jours, qu'une heure par semaine. Ils ont besoin de se sentir accompagnés, ils ont besoin de donner un sens à leur vie, de retrouver la capacité d'éprouver du plaisir. Et ça, vraiment, c'est pas dans la solitude et dans son lit qu'on va y arriver. Ah, c'est pourtant là les reproches qui sont faits ou qui expliquent le comportement de Desjardins et sans doute d'autres assureurs dans les mêmes circonstances. Absolument. Généralisé, là. Oui. Moi, si j'ai un conseil à donner à les gens qui souffrent de problèmes physiques ou psychologiques et qui sont indemnisés par des assurances publiques ou privées, premièrement, c'est la discrétion. Et surtout... Pas de Facebook, pas de Twitter. Non, pas de Facebook. Surtout, le Facebook, à partir du moment où on donne de l'information sur les réseaux sociaux, on renonce au droit à la vie privée. Là. Donc, si vous voulez faire des posts,
Effectivement, vous pouvez le faire à votre famille, mais des pauses publiques, c'est sûr que vous vous mettez en danger. Et de plus, si vous avez l'intention de faire des activités et faire des tentatives de travail ou d'activités ou de voyage, c'est d'être de connivence avec votre médecin de famille, lui demander, discuter avec lui pour qu'il collige dans ses notes. De cette façon-là, on ne pourra pas vous reprocher que vous avez fait des activités qui sont incompatibles avec l'état de santé ou ce que vous déclarez. C'est le conseil que je prends. Alors ici, les compagnies d'assurance ont une réputation à sauver là, dans cette histoire-là. Clairement. Clairement. C'est parce que il faut bien, excusez-moi, il faut bien comprendre. Ça leur fait pas de belle image. Là, ils ici, sont, là. c'est parce que c'est normal, les employeurs sont pressés de voir retourner au travail leurs employés, mais il faut aussi réaliser qu'on ne guérit pas d'un épisode dépressif aussi vite qu'on guérit d'une fracture. Il faut pas c'est pas 40 jours, c'est pas 2 mois, c'est des fois 6 mois, des fois c'est 1 an, des fois c'est 2 ans. Pour guérir. Et plus on presse les gens de retourner rapidement au travail, plus on aggrave leur cas. Parce qu'on leur rappelle leur impuissance, on leur rappelle leur incapacité de retrouver la santé. Merci à toutes les deux. Merci. On note bien tout ça. Merci. Merci.